Bon, donc on tient cette conférence de presse aujourd'hui dans un café, puisqu'on avait souhaité la faire sur la place du Palais Bourbon. La préfecture de police nous l'a interdit et un arrêté du préfet de police, d'ailleurs, a été pris à cet usage. Donc, on a été obligé de la faire ici. Alors, que dire? On est là aujourd'hui puisque la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour examiner la proposition de loi Kasbarian qui est sortie, qui est issue du Sénat. Donc, elle prévoit le sous-bonnement de renforcer la criminalisation des occupants sans titre, des personnes sans logis qui s'installent dans des locaux vacants, des logements vacants, inoccupés, précise bien. C'est le fait nouveau, c'est l'élément nouveau de cette loi, en gros, qui vise à éradiquer et réprimer très durement les personnes sans logis qui n'ont pas d'autre solution que pour se protéger, pour protéger leur vie, et n'ont pas d'autre solution que de s'installer là où ils sont, compte tenu de la carence terrible des pouvoirs publics qu'on connaît aujourd'hui, qui violent allègrement le droit à l'hébergement jusqu'au relogement, ainsi que la loi DALO, mais surtout, j'insiste là-dessus, sur le droit à l'hébergement qui est violé, malgré l'existence de 3,1 millions de logements vacants dans notre pays. Voilà, ça c'est le contexte. Et puis par ailleurs, nous évoquerons aussi la fin de la trêve. Alors, nous retournerons devant l'Assemblée nationale le mercredi prochain, donc le 29 mars, en fin de matinée, début d'après-midi, sur la place du Palais Bourbon. Nous comptons cette fois faire un rassemblement pendant l'examen en séance de la proposition de loi dite Kasbarian-Berger. Voilà. J'ajoute que les locataires sont évidemment dans l'entonnoir dans cette affaire-là, puisque il y a la volonté d'expulser toujours plus rapidement et toujours plus nombreux. Les locataires sont en difficulté, qui affrontent aussi des hausses de loyer successives, qui viennent encourager la hausse des prix, l'arrivée des investisseurs et qui accélèrent évidemment les expulsions locatives dans un contexte aussi de baisse des charges des APL. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'on n'a pas, d'abord, on va les faire relativement courtes. On va surtout examiner en fin d'après-midi quelles sont les propositions de la Commission des affaires économiques en ce qui concerne donc cette proposition de loi anti-squat et anti-locataire, anti-sans logis qui n'ont pas d'autre solution pour se loger et anti-locataire. On pourrait dire cette loi anti-sans logis et anti-locataire et donc anti-classe populaire. Voilà, si on doit résumer en 3 mots, le logement des classes populaires aujourd'hui est menacé aussi bien par ce choix répressif, mais également par les politiques publiques qui sont conduites, politiques fiscales, qui encouragent le logement cher et qui visent à réduire aussi les aides à la production de logements sociaux. Là, je m'arrête là. On a des éléments, un petit dossier qu'on a fait, bon, c'est plutôt la plateforme logement, mais on est avec aujourd'hui le collectif des associations unies. Et donc, on va laisser la parole à Manuel Domergue, qui représente le collectif d'Associations Unies, qui malheureusement n'a pas pu se rendre aujourd'hui à cette conférence de presse pour des raisons familiales. Voilà. Donc, un dossier de presse est à votre disposition également, qui rappelle l'appel à la manifestation aussi du 1er avril avec les signataires, qui fait un point sur les prélèvements et les dépenses liées au logement. D'ailleurs, c'est une caricature, hein, pas en ce moment, d'autant plus qu'ils souhaitent l'Assemblée nationale, apparemment, des parlementaires souhaitent réduire encore les dépenses relatives aux aides au logement. Et puis, une analyse aussi de la plateforme Logement pour tous, qui réunit syndicats et associations qui appelleront à la manifestation du 1er avril. Manuel, si tu… Eh bien oui, merci Jean-Baptiste, je ne sais pas si on m'entend bien, j'espère. Désolé, c'est la grève, donc je garde mes enfants à la maison. Merci beaucoup pour l'organisation de la conférence de presse et votre participation. Donc, je suis directeur des études de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole du collectif des associations unies, 40 associations sur l'hébergement et le logement. Donc, cette proposition de loi Kasbarian-Berger qui revient maintenant à l'Assemblée en deuxième lecture après son adoption en première lecture à l'Assemblée puis au Sénat nous inquiète toujours autant. Extrêmement délétère cette proposition de loi, même si elle a un petit peu bougé au Sénat dans des sens positifs ou négatifs. Ce qui a été quand même intéressant, c'est que les sénateurs sont finalement presque moins durs que les députés En Marche, Kasbarian. Ce qui a changé un petit peu, comme on en est à la 3e conférence de presse, il faut montrer un peu les évolutions du texte, c'est que dans la version qui revient là à l'Assemblée,
les locataires en impayés qui refuseraient de quitter leur logement ne seraient plus envoyés en prison. Donc, c'est une minuscule avancée, ou plutôt un non-recul, puisque vous savez que les députés voulaient les envoyer 6 mois en prison s'ils ne s'auto-expulsaient pas à la fin de la procédure d'expulsion locative. Et puis, autre petite avancée des sénateurs, c'est que désormais, le juge, en cas de procédure d'expulsion locative, pourra à nouveau examiner la véracité de la dette, l'état du logement et accorder des délais, même si le locataire n'est pas là pour les demander. Donc, c'est l'office du juge. On rétablit un petit peu de pouvoir du juge que les députés avaient totalement supprimé. Après, ce qui nous inquiète, c'est qu'apparemment, Guillaume Kasbarian, le rapporteur du texte, président de la commission des affaires économiques, qui se réunit aujourd'hui, ne désarme pas et il veut à nouveau, d'après les amendements qu'il a déposés, encadrer le pouvoir des juges et les empêcher, si le locataire n'en fait pas la demande express et ne se présente pas à l'audience, empêcher le juge d'accorder des délais. Donc ça, c'est une sorte d'encadrement de l'appréciation du juge, comme si les juges en France étaient des juges rouges contre la propriété privée, systématiquement en faveur des locataires, accorder des délais totalement farfelus, ce qui n'est évidemment pas le cas. On avait eu à la précédente conférence de presse un juge du syndicat de la magistrature, je crois, qui avait bien expliqué que les juges regarder les positions des uns et des autres, l'état de nécessité des locataires, les besoins des petits bailleurs quand il y en a, mais ce n'est quand même pas la majorité des cas, et avait une appréciation de la situation réelle, concrète, et n'était pas là juste pour appliquer de manière dogmatique et aveugle des expulsions, mais pouvait aussi donner des délais, y compris dans l'intérêt des propriétaires. C'est-à-dire qu'un délai, ça permet aussi de rembourser la dette. Et puis, tu m'entends, Jean-Baptiste? Oui, oui, je t'entends, mais je pense que les autres autour n'entendent pas bien. Ah. Alors, je ne sais pas s'il faut monter le son ou quoi. D'accord. Et puis, ce qui reste extrêmement inquiétant dans ce texte, c'est les peines de prison de 2 à 3 ans pour les squatteurs, y compris 2 ans de prison pour des squatteurs de bâtiments totalement vides qui ne sont même pas des logements, qui sont des locaux d'activité, y compris des locaux désaffectés. On parle d'entrepôts, d'usines désaffectées, de bureaux vides, et donc où concrètement, il n'y a pas de préjudice causé à personne. Je rappelle que l'idée de départ de ce texte, présenté de manière assez malhonnête, c'était de répondre à l'inquiétude des petits propriétaires qui rentrent chez eux après un week-end ou après des vacances et qui voient des squatteurs et qui mettraient 2 ans, 3 ans à pouvoir les expulser. Donc ça, c'était la narration, le storytelling de départ. Évidemment, une situation extrêmement rare qui est déjà prise en compte évidemment par la loi. Et donc, on voit qu'à partir de ce storytelling sur des cas extrêmement rares, on arrive à envoyer en prison pendant 2 ans des gens qui vont squatter des bâtiments désaffectés qui n'ont rien à voir avec du logement. Et d'ailleurs, Madame Genevard, la chef de file des Républicains sur ce texte, finalement a vendu la mèche, puisqu'elle propose de changer le titre de cette loi qui porte sur l'occupation des logements et de dire que ce serait une proposition de loi qui viendrait protéger les logements et les locaux à usage économique, donc les bureaux, les entrepôts, etc. Donc on voit bien qu'il y a là un déplacement de ce texte pour en fait s'attaquer à tous les squatteurs, y compris des squatteurs qui n'ont pas d'autre solution pour se loger et qui vont embêter personne puisqu'ils vont dans des locaux désaffectés. Un exemple concret à côté de chez moi, il y a quelques semaines, des exilés qui étaient le long du canal de l'Ourcq, dans la rue, dans des campements depuis des mois et des mois, ont trouvé un local à usage économique totalement désaffecté. Ils y sont entrés, ils font de tort à personne. Le juge, dans son intelligence de la situation, leur a accordé des délais. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la ville, c'est bon pour l'État qui ne dégage pas les moyens pour les héberger, c'est bon pour eux, évidemment, et ça fait tort à personne. C'est cette situation-là que cette proposition de loi viendrait interdire et viendrait envoyer en prison des gens qui n'ont d'autre tort que de se mettre à l'abri. Je rappelle quand même un chiffre récent, d'après le collectif des morts de la rue et leur décompte au 10 mars 2023, nous décomptons 87 morts entre janvier et le 10 mars 2023, 87 morts de la rue. Et donc, on sait bien que le squat, c'est évidemment pas la meilleure des solutions, mais c'est parfois la dernière des solutions. Le squat est un moyen de se protéger contre les risques de décès, d'agression, de viol quand on reste à la rue. Et donc, priver
des personnes de cette possibilité, c'est vraiment les mettre encore plus en danger de mort. Donc là, il y a une inquiétude très forte. Il y a aussi une inquiétude parce que de la même manière, cette proposition de loi prévoit d'étendre le délit de 3 ans de prison pour les squats de logements en y ajoutant des logements vacants, alors qu'au départ, c'était simplement les domiciles, c'est-à-dire quand vous squattez le domicile de quelqu'un là où il habite. Et maintenant, ça va être étendu aux squats de logements vacants à condition qu'il y ait juste quelques meubles. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas du tout le même type d'occupation. Quand, évidemment, si vous allez chez quelqu'un qui habite là, c'est un vrai préjudice causé à cette personne et c'est déjà sanctionné par la loi. Mais ce n'est pas du tout pareil que d'aller squatter un logement vacant où personne n'habite. Donc, condamner les personnes, les squatteurs de la même manière, c'est vraiment, on voit la malhonnêteté dans la démarche. Rappelons quand même que pour les petits propriétaires qui auraient peur des impayés, etc., il existe déjà des solutions mises en place par la puissance publique, par exemple Visal, qui est gratuit pour les bailleurs, pour les locataires, et qui les indemnise en cas d'impayés. Donc, s'il faut sécuriser des bailleurs, on peut travailler à des modes de sécurisation qui ne passent pas forcément par envoyer à la rue ou en prison des personnes, des locataires ou des squatteurs qui sont en difficulté. Et donc, pour conclure, puisqu'il ne faut pas être trop long, dans le contexte actuel, avoir le retour de cette proposition de loi Kasbarian unilatérale, extrêmement brutale, extrêmement violente à l'Assemblée, c'est un signal de plus que ce quinquennat qui devait s'ouvrir sur une nouvelle manière de gouverner horizontale, de prise en compte de la société civile, etc., n'en prend pas le chemin. Et j'aimerais citer Guillaume Kasbarian, qui, il y a 4 jours dans Le Monde, a eu une phrase très intelligente, et ça vaut le coup quand même de le mentionner. Il a dit, suite à la crise de la réforme des retraites, il serait peut-être temps, en avril, de lever le stylo et de réfléchir. Eh bien, je partage tout à fait cette opinion de M. Kasbarian, et je propose d'avancer la réflexion de 2 jours, et que donc, comme là, ça passe le 29 mars à l'Assemblée nationale en séance, la proposition de loi Kasbarian, qu'il lève le stylo 2 jours avant ce qu'il avait prévu, et qu'il commence enfin à réfléchir et à écouter la société civile. Et vous avez un aperçu assez large aujourd'hui, mais aussi la défenseur des droits, mais aussi l'ANIL, mais aussi des sociologues comme Camille François, qui sont tous, et même le ministère du Logement, même sa propre administration, tous opposés à cette proposition de loi. Il est encore temps de faire machine arrière et de réfléchir, comme peut-être ils vont le faire sur le projet de loi immigration. Espérons que les troubles actuels fassent réfléchir les gens qui nous dirigent. Merci Manuel. Et donc, merci pour cette présentation un peu générale et le contexte de cette loi scélérate là, qui va s'abattre sur les plus fragiles d'entre nous. La parole est pour Kaeli, pour Solidaire, pour la plateforme Logement pour tous. Ok, oui, donc pour Solidaire, donc, je rebondis sur l'intervention de Manuel. Hein. C'est vrai que là, le contexte revendicatif général compte quand même parce que de fait, comme il l'a souligné, donc la loi immigration visiblement donc ne serait plus à l'ordre du jour pour l'instant du Sénat donc à la fin du mois, et c'est justement c'est concomitant donc à l'étude donc de la loi Kasbarian, et on souhaiterait que effectivement ce soit évidemment la même chose donc pour cette loi, et arriver à la réécrire entre guillemets pour la protection des locataires, des squatteurs, des grévistes aussi, hein, puisque un des éléments qui n'a pas été encore souligné, c'est le fait que dans sa vindicte ou son combat, puisque Guillaume Kasbarian a dit également que cette loi était un combat, dans son combat donc pour la protection, on va dire, du capital hein, et de la rente, eh bien, ils ont inclus donc dedans les locaux dits économiques, notion qu'on ne connaît pas particulièrement, mais qui en fait regroupe un petit peu les locaux à usage professionnel et les locaux commerciaux. Dedans, donc, on avait souligné donc, lors des précédents débats que cette notion était aussi de nature à être donc rentrée en conflit avec l'usage constitutionnel donc, du droit de grève, et il se trouve que il y a une véritable de la part du pouvoir, il y a une volonté véritablement d'assumer cette attaque, et qui pour nous est particulièrement gravissime. Et c'est aussi pour ça que l'on est évidemment dans ce combat,
mais plus généralement, hein, c'est évidemment dans un contexte de crise qui, lui, ne disparaît pas, hein, avec une véritable crise économique et avec une explosion notamment donc, des charges locatives, des frais évidemment pour se chauffer, y compris évidemment toujours pour se nourrir. Hein, on sait à quel point il y a une inflation aussi donc, sur les produits alimentaires. Eh bien, on arrive, au lieu de protéger les locataires ou évidemment tenter de trouver des solutions de logement pour les 300 000, notamment sans logis qu'il y a donc dans notre pays, ben, on préfère plutôt les expulser, les mettre à la rue, et ça c'est extrêmement grave. De fait, on a de plus en plus de locataires qui sont en difficulté et qui sont obligés d'arbitrer entre le loyer et les dépenses quotidiennes et courantes. Et en fait, on a l'impression que le loyer, on impose le fait que le loyer, c'est la première dépense, même si ça doit contraindre les locataires. Donc, très souvent, des salariés extrêmement pauvres, hein, des travailleurs pauvres, mais ça existe aussi dans la rue. Hein, on sait que parmi les sans-logis, il y a également des travailleurs pauvres, et c'est les contraindre à, entre guillemets, alimenter la rente avant de s'alimenter eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je porte un autocollant « Vivre » plutôt que « Survivre », qui est vraiment quelque chose qui rentre complètement en résonance avec notre combat. C'est pas... Ouais, très bien, très bien. Merci Ali. Donc, construire l'association d'architectes, Bernard. Oui, je représente la revue Construire, qui est éditée par des architectes, des urbanistes. On peut se demander pourquoi une revue d'architecture est signataire de l'appel pour le logement pour tous et se mobilise pour le droit au logement. Tout simplement parce que leurs architectes, ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils voulaient participer à la production de bâtiments au profit de la population, des équipements publics, des écoles, des hôpitaux, et bien sûr des logements bon marché, des logements comme on a pu construire des HLM dans le passé. Or, aujourd'hui, le gouvernement marche sur la tête. Il considère que sa priorité, c'est de mettre de côté la question des retraites, hein, qui est l'actualité immédiate, mais c'est de sortir une loi qui attaque les ménages en difficulté, alors qu'il faudrait, au contraire, réfléchir à une grande loi, à un grand débat pour voir comment remettre en place dans ce pays une vraie filière du logement social, comment remettre en place des financements permettant aux organismes HLM de réhabiliter, d'entretenir et de produire des logements sociaux pour faire face aux besoins de plus en plus importants et de plus en plus criants de l'ensemble de la population. On n'a jamais construit aussi peu dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de mal logés dans ce pays. Les organismes HLM tirent la sonnette d'alarme depuis la hausse vertigineuse des charges, en particulier de chauffage, avec la hausse de l'électricité, avec la hausse de gaz. Les impayés explosent et c'est à ce moment-là qu'on veut criminaliser les locataires qui ne peuvent pas payer leur quittance. À l'autre bout de la chaîne, dans les écoles d'architecture, où se forment des jeunes qui voudraient pouvoir participer à l'acte de construire, toutes les écoles d'architecture actuellement sont en grève, en mobilisation. Ils vont sortir en badge ENSA, École nationale supérieure d'architecture, en lutte. Pourquoi ils sont en lutte? Parce qu'ils n'ont aucun moyen pour étudier. Pourquoi leur donner des moyens, puisque de toute façon, le gouvernement conservateur, ce n'est pas la peine. On n'a plus besoin d'architectes, puisqu'on n'a plus besoin de construire. La priorité, pour le gouvernement, la priorité, elle est ailleurs. Au moment où rien n'est donné au logement, on donne 413 milliards d'euros au financement de la guerre à travers la loi pluriannuelle pour l'armement. Donc, on marche complètement sur la tête. D'un côté, il y a des besoins sociaux criants et de l'autre côté, il y a des priorités qui ne sont absolument pas les priorités de la population. C'est pour ça que Construire participe à cette mobilisation. Merci Bernard. Donc maintenant, on va écouter les témoignages des personnes qui sont menacées d'expulsion à partir du 1er avril. On appelle donc à une manifestation, à une journée de manifestation dans le cadre du Housing Day, donc qui est organisé par la coalition européenne d'action pour le droit au logement
et le droit à la ville. Et donc, cette coalition appelle tous les ans, enfin depuis 2 ans, appelle donc à la fin de la trêve hivernale entrante, qui est la fin de la trêve hivernale des expulsions, mais aussi des coupures d'énergie, et qui est aussi une date de remise à la rue progressive d'un certain nombre de sans-abri qui sont dans des dispositions d'hébergement. Donc, voilà, ça c'est le contexte. À Paris et pour l'Île-de-France, nous appelons à une manifestation le 1er avril à 15 h, place de la Bastille. Et là, les locataires, évidemment, sont bienvenus, étranglés par les loyers chers, par la hausse des charges. On a des mobilisations aujourd'hui un peu partout sur cette question des hausses des charges, ainsi que les sans-logis qui occupent des locaux vacants. Et donc, dont on va avoir aussi quelques témoignages, des personnes aussi qui sont menacées d'expulsion du fait justement de la crise du logement. Et puis, et tous ceux qui souhaitent soutenir et qui, pour exiger l'arrêt des expulsions, bien sûr, la suspension des expulsions, et qu'il y ait une solution de relogement qui soit mise en œuvre pour les personnes qui sont jetées à la rue et qui augmente le nombre de personnes sans abri. Nous demandons aussi, bien sûr, il faut taper à la source. Donc, ça veut dire qu'il faut baisser les loyers de telle sorte à amener à une baisse progressive de la hausse infernale des prix de l'immobilier et des prix du foncier, de la spéculation immobilière et foncière que nous connaissons et d'ailleurs que nous avons un peu approché de loin au MIPIM à Cannes, le marché international des professionnels de l'immobilier. Et il nous a été interdit de nous rapprocher trop près aux abords de ce rassemblement de banquiers, d'investisseurs, de collectivités territoriales et de promoteurs qui se réunissent tous les ans du monde entier pour organiser la spéculation, le logement cher, la gentrification aussi, parce que voilà. Donc globalement, on a la gentrification, c'est le terme poli. Nous on dit plutôt épuration sociale. On trouve que c'est plus évident, quoi. C'est plus, ça traduit assez bien qui se fait. Alors vous allez trouver dans ce donc ça c'est à 15 h à Bastille et dans toute la France il y aura des initiatives. On vous tiendra au courant je l'ai dit tout à l'heure, le 29 mars, en début d'après-midi, on sera sur la place du Palais Bourbon. Voilà. Si évidemment le préfet ne nous l'interdit pas, qui risque d'arriver, et si le tribunal administratif nous donne raison. Voilà. Donc, dans l'hypothèse où le préfet nous l'interdit. Voilà. Donc, voilà. Alors, dernier point, vous avez donc l'appel, vous avez la fiche, le visuel, vous avez l'appel de la plateforme logement avec les signatures qui appelle à la manif. Vous avez un petit truc qu'on a sorti vite fait, bon, et qu'on a un peu complété, donc qui a été élaboré par Pierre Contialdi, un économiste du logement, et qui met en évidence la hausse des recettes tirées du logement cher par l'État. Vous avez une explication, si on veut comprendre pourquoi le logement est cher en France, c'est parce qu'il rapporte beaucoup d'argent à l'État et il rapporte aussi beaucoup d'argent aux collectivités territoriales qui sont les acteurs zélés, on va dire, de l'épuration sociale. Et puis, voilà, donc vous avez un tableau, chiffres, machin, bon. Et ensuite, la plateforme, les revendications, l'analyse de la plateforme, mais qui est un peu ancienne, qu'on n'a pas eu le temps de mettre à jour. Voilà, compte tenu de toutes ces réformes brutales qu'on nous impose. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à des locataires. Ensuite, alors, on a donc, c'est comment c'est Sonia, pardon, excuse-moi. Donc Sonia va nous parler. Aussi un représentant de l'hôtel du marché, donc du 9e arrondissement. Brièvement, enfin, ça dépend si on considère qu'il y a des choses. Et puis, Larissi. Hein? Monsieur Laroussi aussi. Larissi. Ah, Larissi. Et en instance d'exécution, c'est ça? Et Paris, qui représente les squatteurs, les sans-abri, qui occupent les collectifs de réfugiés tchadiens-soudanais. Voilà, c'est pas les esclaves. Voilà, pas les squatteurs, mais les collectifs de réfugiés sans-abri, et donc qui occupent par nécessité un immense local sur l'île Saint-Denis. Voilà. Donc, il nous reste en théorie 5 minutes. On va gratter un peu. Hein. Et puis, on n'a pas le choix. Bon, donc, qui c'est qui commence? Tu veux commencer? Oui, pas de souci. Merci.
Bon, je vais commencer par le début. Voilà, c'est suite à un changement de situation familiale, un divorce, je me suis retrouvée avec mes enfants dans un petit appartement de 26 mètres carrés, insalubre, avec un loyer exorbitant. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis en situation d'expulsion. Donc voilà, je suis on vit avec une menace quotidienne, harcèlement, stress permanent. Il faut savoir, la perte d'un appartement, c'est la destruction d'une vie familiale, d'une vie sociale. C'est une grosse honte pour moi vis-à-vis de mes enfants parce que je ne peux pas leur assurer un toit. Un toit, c'est un droit. Et aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, pour ma famille, pour moi. Et j'ai envie de me battre pour tous les gens qui sont dans ma situation. Donc voilà, on est soutenu par les associations que je remercie infiniment parce que sinon, on est jeté aux oubliettes par l'État. On n'est pas, on est les victimes d'un système. Donc voilà, aujourd'hui, un minimum pour garder sa dignité, c'est d'avoir un toit qu'on ne peut pas avoir. C'est tout. Alors, Claudie, pour ton courage, parce que c'est la première fois qu'elle parle en public. Et il y a pas Merci à toi. Merci à vous. Donc, on écoute Paris. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le représentant du collectif réfugié à Paris. On occupe un bâtiment, on fait venir entre 450 et 500 personnes, des réfugiés, des demandeurs d'asile. On a 80% des personnes demandeurs d'asile, déboutés d'asile, 15% des réfugiés statutaires et on a 5% des personnes qui n'ont pas fait la demande d'asile et qu'on les appelle les sans-papiers, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit. Donc, nous sommes près des 400, entre 400 et 500, nous occupons un bâtiment abandonné parce que nous n'avons aucune autre solution d'hébergement ou de logement. Demandeurs d'asile, réfugiés, l'État n'a jamais assuré notre hébergement comme la loi le prévoit pourtant. Nous travaillons presque tous, toutes et tous, dans des métiers pénibles. C'est nous qui livrons vos courses et vos repas. Nettoyons une petite matin vos bureaux, ramassons vos poubelles ou travaillons dans les chantiers. Dans l'immeuble que nous occupons pour des familles ou des personnes malades. Les 2/3 des occupants sont en situation régulière sur le territoire français et nous sommes tous en France depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Malgré tout cela, la Préf du 93 veut nous expulser sans assurer l'hébergement ou la mise à l'abri des occupants. Pire, il tente de nous diviser en proposant quelques hébergements à certaines, espérant que notre unité et notre solidarité s'écassent. Avec la loi Kasbarian-Berger, nous deviendrons en plus des criminels. Pourquoi? Pour avoir voulu nous protéger du froid et de violence de la rue. Nous refusons tout cela et nous combattons nous battre tous ensemble. Nous voulons des papiers et des hébergements pour tous les occupants. Voilà ce que j'ai un peu préparé. Et je vais aussi rajouter, parce qu'on a perdu aussi des personnes à Port-de-la-Chapelle, à La Chapelle, des personnes qui sont mortes du froid, des Somaliens, des Soudanais, des demandeurs d'asile qui se sont rejetés. Il y a des familles qui se sont expulsées de leur centre d'hébergement, ce qu'on appelle ADA, les CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, une fois qu'ils sont réfugiés par l'OPRA ou les CNDA, ces familles qui se sont mises à la rue, et ils n'ont aucune solution. Donc, on essaye d'héberger des personnes, on se mobilise, on essaye d'avoir des escouades pour les mettre,
ce qui va être interdit, on ne sait pas. Quelle protection l'État va donner aux personnes qui sont statutaires, quelle protection l'État va donner à des personnes qui sont sans papier et quel avenir pour les personnes qui sont déboutées. Donc, on pose plein de questions et on va continuer à se battre pour ces personnes. On va continuer à se battre pour qu'il y aura un résultat et un hébergement et surtout qu'il y ait une volonté de l'État d'héberger tout le monde. Merci. On est à vos côtés, bien sûr. On est à vos côtés. Et donc, on a manifesté il y a 15 jours, là, et puis on va continuer. Merci, Val. Je précise aussi qu'on fait partie du collectif réquisition. Donc, on s'est mobilisé depuis nombreuses mois. Enfin, on a occupé pas mal de lieux. On a essayé de trouver des solutions pour certaines personnes. On a demandé des réquisitions des bâtiments. L'État a refusé. On n'a pas de pouvoir auprès de l'État parce que c'est elle qui gère tout. On a tout fait pour avoir les moyens pour héberger les gens et les personnes qui sont à la rue. Très bien. Je rebondis d'ailleurs, excuse-moi Baba, je rebondis sur justement les grèves actuelles donc, des travailleurs sans papier, des travailleuses sans papier, notamment dans les sous-traitants de la Poste, mais pas uniquement, et qui, si cette proposition de loi arrivait à son terme, se retrouveraient eux-mêmes criminalisés, puisqu'ils procèdent évidemment par occupation de leur lieu de travail et par quai de grève, un lieu évidemment moyen, très classique de mobilisation des mouvements ouvriers. Et là, au vu de cette loi, ils pourraient être quasiment jetés en prison. Donc la boucle est bouclée. Merci Ali. Monsieur Larissi. Oui, menacé d'expulsion à partir du 1er avril et j'étais protégé par la période hivernale avec le soutien l'UDAL vers le mois d'octobre, je crois. On a réussi à avoir cette protection et à partir du 1er avril, il peut venir n'importe quel moment. Ceci dit, on a utilisé tous les recours que le législateur nous accorde. La loi DALO, la priorité DALO, arrêté préfectoral d'insalubrité, recours devant un tribunal administratif pour condamner le préfet à me reloger comme il doit le faire et aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, le législateur nous a donné des moyens pour le défendre et pour nous protéger. Et par contre, l'administration, elle est out, quoi. Bon, merci, monsieur Larissi. Il a été au bord, comme toutes les personnes qui ont parlé, au bord de la rue. Au bord de la rue, tombé à partir du 1er avril, pas tout à fait, à lundi, 3 avril. Nous appelons aussi à des rassemblements devant les préfectures le 31 mars. Donc, c'est le vendredi 31 mars. Il y aura des rassemblements de manière certaine devant la préfecture de police de Paris, devant la préfecture de Melun, 77, devant la préfecture de Créteil, donc 94, peut-être devant la préfecture du 78 et du 93. Donc, les choses restent à organiser. Vous voyez, on a malheureusement, on a un calendrier très très chargé de mobilisation. Mais c'est là, enfin, c'est eux là, voilà, à l'Assemblée et au gouvernement qui nous ont dit ça. Monsieur Larissi a dit, on n'a pas dit que la loi DALO est violée. Même les procédures de relogement prévues en cas d'insalubrité sont violées, ne sont pas respectées. C'est-à-dire que les droits généraux des personnes les plus souffrantes sont violés de manière constante par les pouvoirs publics, du fait des politiques, des mauvaises politiques qui conduisent. Et les locataires aussi sont l'objet d'une escroquerie massive, alors qu'on vient nous parler de ce locataire qui est parti aux Bahamas, bon, au lieu de payer son loyer, mais c'est des centaines de milliers de bailleurs ou de logements qui sont loués de manière sans respecter la loi, l'encadrement des loyers, le gel des loyers à la relocation, la fraude à la surface, la fraude sur les normes de décence, le non-respect des normes de décence, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y en a malheureusement aujourd'hui. Les bailleurs ont le droit de frauder, et les sans-abri ont juste le droit de crever dans la rue.
C'est ça la réalité. Et les locataires de se faire exploiter au maximum, se faire tirer les loyers les plus élevés possibles par les bailleurs, par des bailleurs. Moi, je ne dis pas que tous les bailleurs sont fraude, mais beaucoup, il y a beaucoup de fraude, 30% de non-respect de l'encadrement des loyers à Paris. Sur des petites annonces Internet, ça, c'est des annonces Internet. Il y a aussi les autres, des annonces qui ne sont pas sur Internet, etc. etc. Voilà. Je peux rajouter là-dessus parce que nous, on a eu aussi cette problématique du loyer parce que pour les réfugiés, pour les Français, c'est aussi une chance d'avoir des parents ou des familles qui sont en France, peut-être qu'il est chez ses parents, chez grands-parents pour puissent travailler et ensuite trouver un hébergement. Mais nous, le problème chez les réfugiés, c'est ça. C'est que si on n'a pas un hébergement, on ne peut pas avoir du travail. Et si on n'a pas de travail, on ne peut pas avoir un hébergement. Et c'est le problème qu'on se rencontre souvent, qu'on se retrouve dans Paris. C'est ça, en fait. Pour avoir un hébergement, il faut avoir un CDI. Donc, les réfugiés qui sont du centre d'hébergement à la rue, ils essayent de trouver un travail, ils vont lui demander un hébergement, une attestation d'hébergement. Et s'il n'a pas une attestation, il ne va pas trouver du travail. Et s'il n'a pas du travail, il ne va pas avoir un logement. Donc, il va se retrouver dans des squats. Il va se retrouver à la rue, peut-être. Et c'est souvent cette problématique qu'on a. Et surtout, l'attente d'hébergement, ça va prendre 10 ans à Paris, comme ils le disent. Donc, on a 1 million d'hébergements vides en France et qu'il y a des personnes, ils sont toujours à la rue. 1 million d'hébergements vides. Voilà, donc on a terminé.